Bon, alors merci à vous d'être venus, malgré cette période dangereuse, claironnée sur tous les tons. Je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes. Il y a beaucoup de têtes anciennes, des habitués, qui visiblement ont peur et qui ne viennent pas depuis le début de la campagne de panique des petits Français. Donc merci à vous d'être venus, d'avoir eu le courage de venir. Bon, donc vous connaissez le sujet de la conférence d'aujourd'hui, la démocratie contre le peuple. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que je fais une conférence sous ce titre-là. Je crois que c'était en 2016 déjà ou 2017 que j'avais pris le même sujet, mais il est évident qu'avec les développements que l'on a eus depuis, j'ai estimé que ça valait la peine de reprendre ce sujet en le développant. Alors, pourquoi le titre de cette conférence, alors que, si l'on en croit l'étymologie du mot, d'après ses racines grecques, démos et kratos, cela veut dire le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple, c'est ce que nous allons voir. Alors, certes, c'est une belle formule, mais aujourd'hui, peut-on affirmer que le peuple est un quelconque pouvoir? Lorsque l'on voit comment, à l'occasion de l'épidémie de coronavirus, ce peuple est manipulé, ce qui démontre à quel point le citoyen peut être tenu par la formation ou désinformation médiatique. Le pouvoir médiatique. En fait, cette démocratie, constamment invoquée par la classe politique, que représente-t-elle en fait, au-delà du mot? Quelle est son origine? Y a-t-il une bonne démocratie? Et si oui, laquelle? Il est évident que dans ce nouveau système dit démocratique, chaque individu finalement se trouvait complètement isolé de ses racines, de ses activités sur lesquelles il pouvait donner un avis en parfaite connaissance de cause, et il était amené à juger de sujets qu'on proposait à son appréciation qu'au travers de la vision médiatique. Et vous savez ce que je dis à ce sujet-là, qui tient la presse, tient l'opinion du citoyen. Vous voyez, en fait, tout ça est très simple. C'est du bon sens. Et en général, c'est pour cela que les gens de bonne foi, quand ils entendent cette analyse, cette critique, comprennent tout de suite. Dans chaque métier, médecin, architecte, ingénieur, on demande l'avis aux membres de cette profession en fonction de leur profession. Donc on demande l'avis à des gens qui savent de quoi ils parlent. Eh bien en démocratie inorganique, pas du tout. On demande aux citoyens des avis sur des choses dont ils n'ont la vision que par la presse, tenue par qui vous savez. Donc là, c'est ça qui fut le grand tournant. Et je dirais que ce fut là l'astuce machiavélique des auteurs de la Révolution de 1789 de transformer un vote organique adapté à la réalité, connu directement par le citoyen, en vote inorganique sur sujet qu'il ne connaissait pas directement. D'où la possibilité de manipulation des populations. Donc, je répète encore une fois, qui tient les médias tient l'opinion publique.
et donc le vote du citoyen. Alors, il est évident que, à partir du moment où on a compris que le vote du citoyen dépendait de l'information médiatique, il est évident que qui tient les médias tient le vote du citoyen. Mais alors là se pose la question subsidiaire, qui tient les médias? Sinon l'argent, le gros argent des puissances philosophiques et bibliques. Suivez mon regard. Et c'est comme ça que cette démocratie inorganique évolue fatalement par sa logique interne, par sa perversion interne, en plutocratie, c'est-à-dire le gouvernement par l'argent. Et rappelez-vous ce que disait déjà l'historien Sainte-Beuve à la fin du XIXe siècle devant ce qu'il voyait apparaître au travers de cette nouvelle presse dite d'information, quand il disait « L'individu ne raisonne pas nécessairement faux sur des bases exactes, il raisonne juste sur des bases fausses. » Et donc vous avez là décrit dans cette petite phrase tout le problème de la démocratie inorganique qui trompe les lecteurs périodiquement, tous les jours, par la presse. C'est magnifique ça. Normalement, le peuple élut des députés pour représenter ses volontés, ou tout au moins, c'était l'imagerie qu'en donnait Montesquieu. Rappelez-vous. Que disait Montesquieu à ce sujet-là? Je cite, « Le peuple dans la démocratie est à certains égards monarque, à certains sujets par ses suffrages qui sont ses volontés, et que la volonté du souverain est le souverain lui-même. » Je n'ai pas besoin de peigne, moi. Mais avec une phrase pareille, il y aurait besoin d'un peigne pour essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Le peuple dans la démocratie est à certains égards monarque et à certains sujets par ses suffrages qui sont ses volontés. Alors comme c'est curieux, quand ça passe par référendum, donc par consultation directe du peuple, il dit non, et quand ça passe par ses députés qui sont censés le représenter, il dit oui. Curieux système quand même, non ? On touche là donc du doigt à l'aliénation qui découle de l'escroquerie démocratique. Aliénation que l'on retrouve dans tous les domaines, y compris pour la santé, d'où cette panique organisée par les mensonges étatiques que le peuple ne perçoit même pas. Promenez-vous dans les rues, regardez le nombre de gens masqués, bâillonnés, même en voiture, qui le mettent. Ah, ils risqueraient d'être contaminés ou de contaminer. Quand est-ce que les Français se réveilleront ? Il faut remarquer qu'aucune des guerres, y compris les deux guerres mondiales, n'ont été soumises à l'approbation populaire. Ce sont des pouvoirs élus au travers des députés qui ont décidé de ces guerres sans demander l'avis du peuple. Alors qu'il allait en être bien souvent la principale victime par les bombardements alliés de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui.
Demander l'avis aux Irakiens, demander l'avis aux Syriens, demander l'avis aux Serbes, un petit peu antérieurs, etc. Aujourd'hui, les populations civiles sont prises en otage par les acteurs du plan mondialiste pour faire plier les pouvoirs par la terreur insufflée. C'est ce qui s'est passé lors de la dernière guerre mondiale, avec les bombardements inhumains en Allemagne, notamment Dresde et Hambourg, avec des centaines de milliers de personnes brûlées vives par les bombardements au phosphore, sans compter les autres bombardements, et notamment à Dresde, revenant en 3 vagues successives pour être sûr de ne rater personne. Et puis un petit peu plus loin, les bombardements à l'atome d'Hiroshima et de Nagasaki. 2 villes, j'insiste là-dessus, à majorité chrétienne. Comme c'est curieux. Or, on sait que l'utilisation de la bombe atomique par les Américains a été décidée par des membres de cette organisation maçonnique héritière des Illuminés de Bavière, les Skull and Bones. Donc on voit très bien cette volonté de détruire tout ce qui peut être chrétien. Et c'est répétitif depuis l'émergence de la maçonnerie. Ce sont des choses qu'il faut savoir, des choses qu'il faut faire savoir. Venons-en maintenant à la dite pandémie de coronavirus et de son utilisation pour non seulement museler la population et toute opposition, mais aussi sous couvert de la peur ainsi engendrée, pousser à la gouvernance mondiale et au nouvel ordre mondial. On ne peut rien comprendre à la situation actuelle si on ne se reporte pas au texte annonciateur du complot en cours contre les peuples, tel celui que je cite constamment, vu sa signification, de Jacques Attali, dans l'Express du 11 juin 2009, repris par Wikistrike, donc vous pouvez le trouver, je n'invente rien, vous pouvez le trouver, Wikistrike du 15 mars 2020, donc tout récemment. Voilà ce qu'il annonçait. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Une pandémie mondiale fera alors surgir la prise de conscience de la nécessité d'une police mondiale, d'un stockage mondial et d'une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que l'on n'aurait jamais permis une seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. De grâce, mettez ça sous les yeux des gens que vous côtoyez, ceux qui n'auraient pas encore compris. Vous venez écouter les conférences, c'est très bien. Et vous savez très bien ce que je demande à tout un chacun. Transmettez, transmettez, transmettez. Et c'est pas parce que les gens vont vous dire « Oh non, je crois pas, vous êtes un complotiste, etc. » Je dis « Si je suis peut-être complotiste, c'est parce qu'il y a un complot. Voilà la preuve. » Et vous mettez les textes sous les yeux. « Ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. » Écoute, va acheter, va à l'Express, acheter le numéro de telle date, ou va sur Wikistrike pour voir la reproduction de cette déclaration. Et c'est pas la seule déclaration. À l'époque, et c'est curieux, c'était la même année, donc 2009 aussi, un coreligionnaire de Jacques Attali, Alexandre Adler. Et alors, au hasard des informations, on apprenait que pour gonfler les chiffres de malades de coronavirus,
paniquer encore un peu plus les Français et leur faire courber les chines, le pouvoir macronien avait inventé les brigades sanitaires et proposé aux médecins, je pense que vous l'avez vu aussi, 55 € par patient catalogué, soit porteur du virus, soit mort du virus. Alors, je l'ai déjà dit, je vais le redire encore une fois, c'est tout de même extraordinaire cette année. Je n'ai pas vu de statistiques de morts par la grippe saisonnière, du cancer, des accidents vasculaires cérébraux ou cardiaques, ou de la vieillesse. Ah mais c'est curieux, on ne meurt plus que du coronavirus, comme s'il y avait interdiction de mourir d'autre chose. Vous trouvez pas ça curieux? Je dis ça comme ça en passant. Hein. Faites observer ça autour de vous. Et puis, pour essayer d'empêcher tout de même ces affreux complotistes de tromper le peuple, le pouvoir crée un site qui s'appelait Desinfox Coronavirus. C'était tout simplement pour dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc la vérité de l'État. C'est ça la démocratie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est ça la démocratie, plaignez-vous. Vous les avez élus, enfin peut-être pas vous, mais les autres. Dans un des derniers numéros de la politique, je crois que ça a dû être le dernier ou l'avant-dernier, je rappelais une déclaration assez intéressante à signaler d'un constitutionnaliste juif américain, Alan Gershovsky, qui déniait, écoutez bien, qui déniait tout droit de refus de la vaccination à ceux qui se prévaudraient du droit de choix inaliénable garanti dans la Constitution américaine. Là encore, oui, la liberté du citoyen, oui, sa souveraineté. Ah non, mais une élite, quelle élite, a décrété que la Constitution ne servait à rien. Une croix dessus. Voilà comment les peuples sont devant l'amorce d'une dictature mondiale qui dénie leurs droits constitutionnels. Je dirais que le pire dans cette situation, ce qui m'épouvante le plus, c'est la passivité des Français. On parlait autrefois de la fierté des Français. Comment en est-on arrivé là, à ce degré de soumission uniquement par la peur sanitaire insufflée par le pouvoir? J'avoue que c'est du grand art. Et on découvre ainsi, en toute logique, que nous sommes dans une épouvantable pandémie avec 99,8% de gens en pleine forme et 0,1% de personnes malades et une mortalité globale pour la France de 0,00106%. Vous trouvez pas ça admirable? Comme mensonge étatique. Ainsi, non seulement les chiffres de décès réels du coronavirus sont truqués, nombre de morts d'autres causes lui étant attribuées, mais la campagne de dépistage poussée par le pouvoir, pourquoi croyez-vous qu'il y a quelques semaines, le nouveau Premier ministre disait qu'il voulait que chaque semaine, il y ait 1 million de dépistages. Parce que plus vous dépistez, plus vous trouvez des cas positifs. Évidemment, parce qu'ils ont été au contact. Mais ça ne veut pas dire qu'ils soient malades. Je suis persuadé que moi, je suis porteur. Parce
que j'ai été au contact quand je suis venu à Paris pour les dernières conférences, etc. Et vous tous très certainement. Alors, si on vous teste, si on me teste, ah, mais vous êtes porteur. Et donc, sur les statistiques, c'est-à-dire, voilà, là, l'épidémie progresse. C'est ça l'arnaque.